Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que je suis végétarien, donc plus de viande ni de poisson. Pourtant, ça faisait des années que j'étais attiré par ce mode de vie et que je repoussais sans cesse l'inévitable, aligner mon alimentation avec mes valeurs. Quand j'ai franchi le pas, ce n'était donc pas une révolution pour moi, parce que je ne mangeais déjà presque plus de porc ni de bœuf depuis des années, uniquement du poulet et de la dinde. Même si j'ai pas mal de végétariens et de végétariennes dans mon entourage, il faut l'avouer, nous sommes loin d'être la majorité, et notre décision questionne encore souvent notre entourage. Quand on me demande pourquoi j'ai fait ce choix, que beaucoup trouvent radical, j'ai toujours la même réponse. D'abord pour le climat, car devenir végétarien est la meilleure action individuelle pour faire baisser son empreinte carbone et son impact négatif sur l'environnement, et de loin d'ailleurs. Oui, c'est mieux que d'arrêter de prendre l'avion, de prendre son vélo au lieu de sa voiture, ou de se mettre au zéro déchet. Ensuite, c'est pour lutter contre la souffrance animale, car la plupart, notamment les cochons ou les vaches, pour ne citer qu'eux, sont bien plus intelligents et sensibles qu'on ne le pense, et surtout, ils méritent de vivre autant que toi et moi. Et enfin, pour ma santé, car la viande n'apporte rien de bon à nos corps, enfin rien qui ne soit pas substituable. Pire, entre antibiotiques, OGM et cancérogénicité, je savais que j'allais galérer sur ce mot-là, en même temps, on ne le rencontre pas tous les jours, alors qu'il est terriblement grave. En fait, toutes les études prouvent que la viande rouge évidemment, mais toutes les autres aussi, augmentent les chances de développer n'importe quel type de cancer. Le risque de la consommation de viande est largement sous-estimé en fait par la majorité des gens. Et pour répondre aux principaux contre-arguments des carnistes, donc des gens qui mangent de la viande, c'est-à-dire la majorité, il faut savoir que non. Déjà, ce n'est pas parce que le lion mange des gazelles qu'il devrait arrêter, que ce qu'il fait est mauvais, etc. C'est pas la sélection naturelle, c'est pas la loi de la jungle, que sais-je. Lui, comme tous les autres animaux carnivores, il n'a pas le choix. Il mange ce qu'il trouve dans son environnement. Alors que nous, les êtres humains, on a le choix. Les rayons des supermarchés et de tous les autres magasins alimentaires d'ailleurs sont remplis de produits qui font tout aussi bien l'affaire que la viande, sans la souffrance animale, le risque de cancer et l'impact sur l'environnement. Contrairement à une autre idée reçue, devenir végétarien n'est pas synonyme de carence en B12, en fer ou en protéines. Il suffit de faire quelques recherches et de manger correctement. Rien de bien compliqué en soi, rien de plus cher non plus, car la viande, c'est très cher en fait. Et on pense souvent que devenir végétarien, arrêter la viande, c'est cher. C'est une croyance qui est complètement fausse. Et pour les végétaliens et les véganes, c'est une autre histoire. Alors je vais pas en parler dans cet épisode, d'ailleurs c'est pas forcément une bonne idée d'aller aussi loin dans la démarche. Mais en tout cas, être végétarien, ça a que des avantages, ça n'a aucun inconvénient. Et pour ce qui est de la santé en général d'ailleurs, puisque c'est un point qu'on aborde souvent, je suis assez sportif et comme beaucoup d'autres végétariens, je n'ai jamais eu le moindre souci. Beaucoup de végétariens sont sportifs, beaucoup de sportifs sont végétariens. Ça ne pose aucun souci du moment qu'on s'alimente correctement, qu'on fait attention. Et d'ailleurs justement, un dernier pour la route, oui mais en arrêtant la viande, tu condamnes les éleveurs et les bouchers à la faillite. Alors, premièrement, avant que ça n'arrive, il va falloir qu'on soit un peu plus nombreux. Et deuxièmement, au fur et à mesure que la proportion de végétariens dans la population générale augmentera, ces métiers disparaîtront peu à peu, comme beaucoup d'autres avant eux. C'est une juste réorganisation de la société. On ne voit pas beaucoup de monde se plaindre du fait que les agriculteurs représentaient il y a à peine quelques siècles les 3/4 de la population, alors qu'aujourd'hui ils représentent quelques points de pourcentage seulement. Pour en revenir aux raisons de mon végétarisme, peut-être trouves-tu surprenant que mon premier argument soit le climat, alors que souvent c'est la souffrance animale ou leur bien-être qui est évoqué. Mais si c'était le cas, j'en parlerai pas forcément dans ce podcast. Pourtant, c'est bien ce qui m'a motivé le plus. En fait, si tu cherches un moyen de réduire ton empreinte carbone et de faire plus pour l'écologie, à ton niveau, à ton échelle, je te conseille vraiment de questionner ta consommation de viande. Oui, arrêter la viande est terriblement efficace pour lutter contre le changement climatique, l'écocide, l'effondrement et la 6e extinction de masse.
Beaucoup aujourd'hui se disent flexitariens. C'est déjà un grand pas en avant, donc c'est toutes ces personnes qui disent réduire la viande volontairement et d'en consommer entre eux, alors c'est assez relatif comme définition. Il y a des flexitariens qui se décrivent comme tels parce qu'ils consomment de la viande qu'une seule fois par jour, d'autres parce qu'ils en consomment qu'une seule fois par semaine, ça varie. Mais en tout cas, je connais encore beaucoup de gens pour qui la viande est indispensable à chaque repas ou presque. Souvent, c'est la culture qui veut ça. Dans la plupart des pays du monde, les plats typiques comportent de la viande, en France aussi. Tu l'as remarqué, je n'ai pas parlé de chiffres jusqu'ici. Je n'ai mentionné aucune source et je n'ai cité aucun expert. C'est pas très sérieux tout ça, si ? En fait, c'est normal. C'est parce que je t'ai prévu quelques extraits très riches et très denses sur le sujet. Donc tu vas être servi. Mais pas en viande. Ça, tu l'as compris. Il est donc désormais temps d'illustrer mes propos avec les propos d'autres experts du sujet, journalistes, vulgarisateurs et autres. Tous les liens vers ces contenus originaux sont évidemment dans la description de ce podcast. Je te propose donc de commencer avec Poisson Fécond, le youtubeur vulgarisateur. Le monde de l'élevage, elle se résume à une question: l'homme est-il condamné à devenir végétarien en 2050 ? Eh bien, c'est la conviction de ces chercheurs, car la viande de bœuf, en particulier, nécessite d'énormes quantités d'eau. Salutations les anguilles. J'ai une question pour vous. Vous sentiriez-vous capable d'abandonner vos steaks et vos saucisses pour ne plus vous nourrir que de fruits, légumes et autres céréales ? Eh bien je dis ça parce que vous allez peut-être devoir renoncer à votre barbecue préféré, puisqu'une récente étude de l'Institut international d'études de l'eau de Stockholm a prévu que bientôt la population mondiale va tellement augmenter que nos ressources ne suffiront alors plus à nous nourrir. Et pour remédier à ça, il conseille à l'humanité de passer à un régime, je vous le donne en mille, végétarien, d'ici 2050. Tiens, ça me rappelle une vidéo ça. Alors pour ceux qui dorment au fond de la classe, c'est pas grave, je n'en veux pas, on l'a tous fait. Un régime végétarien, ça consiste à ne plus manger du tout de chair animale, donc viande rouge, volaille et même le poisson. Car beaucoup se considèrent végétariens alors qu'ils continuent à bouffer du poisson. Alors bon, au sens strict, vous n'êtes pas végétarien, désolé. En revanche, dans le végétarisme, on peut continuer à bouffer du lait ou des œufs, puisque c'est un produit d'un autre animal. Voilà. Et actuellement en France, la population compte 2 à 3% de végétariens. C'est pas énorme, mais que se passerait-il si à votre avis cela grimpait à 100% ? Et ceci, soyons fous, à l'échelle de toute l'humanité. Y survivrions-nous sans problème, ou alors notre espèce et notre santé se mettraient-ils peu à peu à décliner ? À quoi notre planète ressemblerait-elle sans pâturage et sans élevage ? Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur notre économie ? Parlons maintenant chiffres, parce que c'est là que le bas blesse et que tout se joue. Écoutons ce que dit DataGueule de la viande et indirectement du végétarisme. Accroche-toi, il va falloir suivre. Si la chair est faible, ses impacts sont forts. Bonjour. 318,7 millions de tonnes. C'est la quantité de viande produite dans le monde en 2015 grâce aux 66 milliards de bêtes que nous élevons chaque année. 26% de plus qu'en 2003, il y a 12 ans. En 2013, le lait de vache, la viande de porc, de bœuf et de poulet étaient 4 des 5 produits agricoles les plus vendus dans le monde, cumulant un total de 679 milliards de dollars. Un sacré festin. Entre 1970 et 2014, dans le monde, la consommation moyenne de viande par habitant est passée de 28,7 kg par an à presque 43 kg par an. Mais l'appétit n'est pas le même partout. Quand on avale 33,7 kg par an dans les pays en développement, le total monte à plus de 76 kg par an dans les pays développés, plus du double. Et ce régime carné a quelques légers impacts. Avec plus de 7 gigatonnes d'équivalent CO2 émis par année, l'élevage représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, plus que les émissions directes du secteur des transports. Les bovins sont incontestablement les champions toutes catégories. En 2010, que ce soit pour leur viande ou leur lait, ils cumulaient à eux seuls 80% des émissions pour seulement 29% de la demande en viande mondiale. Pourtant, pour nos organismes, manger du bœuf n'est pas franchement rentable. Seuls 5% des protéines ingurgitées par la bête au cours de son existence se retrouvent dans nos assiettes. Pire, la consommation excessive de viande rouge aggrave les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires, deux pathologies qui représentent à elles seules 30% des décès sur la planète. Selon l'OMS, la surconsommation de viande transformée comme le jambon ou les saucisses pourrait même s'avérer cancérogène. Nourrir nos steaks sur pâte demande aussi de l'espace. 75% des terres agricoles du globe sont dédiées à faire pousser la nourriture de notre cheptel mondial, alors que porc, bœuf, poulet et autres animaux ne fournissent que 8% des calories et moins de 18% des protéines que nous mangeons annuellement.
Seuls 4% du soja mondial est consommé par des humains. Ces mêmes cultures de soja qui sont responsables de 91% de la déforestation amazonienne. Mais ce n'est pas tout. Il faut 15 500 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. L'élevage représente 8% de la consommation mondiale d'eau. Là encore, majoritairement pour faire pousser les fourrages qui viendront garnir les auges. Histoire de boucler le cycle naturel, après digestion, les déjections des élevages intensifs finissent souvent par polluer les sols et les eaux alentours, notamment à cause des nitrates. Mondialisation oblige, l'élevage s'industrialise et ça vient de loin. Au début du XXe siècle, à Chicago, l'organisation à la chaîne dans les abattoirs permettait de tuer, éviscérer et découper une vache en 15 minutes. 12 millions de bêtes étaient ainsi avalées chaque année. Une mécanique bien huilée qui inspira Henry Ford. En suivant l'exemple des abattoirs, il instaura le Fordisme dans ses usines automobiles. Aujourd'hui, en France, 95% des porcs sont élevés sur caillebotis dans des bâtiments clos, le mode d'élevage porcin le plus répandu au monde. Et pour avoir des fermes intensives de porcs, il faut des fermes intensives de truies. Depuis 2011, à Trébivant, dans les Côtes-d'Armor, une maternité de 883 truies fait naître 23 000 porcelets par an. Une miette, comparée aux 100 millions de porcs et 10 millions de truies achetés par la Chine, le premier importateur mondial entre début 2014 et mi-2015. Qu'elles accueillent des porcs ou des volailles, la promiscuité des fermes industrielles fait aussi la joie des bactéries. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, les animaux sont gavés d'antibiotiques. En 2009, le bétail américain en a reçu 13 000 tonnes, soit 80% des antibiotiques consommés dans le pays. Mais à force, les bactéries déjouent les pièges. En 2014, sur un échantillon de 100 pièces de dinde et de poulet examinés en France, 1 sur 4 contenait des bactéries Escherichia coli. 64% de ces bactéries étaient résistantes à nos antibiotiques. Une brèche dans notre propre immunité. Bien joué. Longtemps signe de richesse, la viande, en se démocratisant, s'est aussi industrialisée. Aujourd'hui, notre appétit excessif de carnivores grignote la planète et commence à créer de sérieux risques sanitaires. C'est peut-être le moment de revoir nos menus. Ensuite, dans un autre extrait, cette fois, c'est une émission de télé. On va écouter Hugo Clément, chez Cyril Hanouna, de Touche pas mon poste, parler de pourquoi il est devenu végétarien et de son livre. Je précise que je ne suis pas un immense fan d'Hugo Clément, notamment parce qu'il est très opportuniste et parfois un peu malhonnête, mais il raconte parfois, il fait souvent des choses utiles en tant qu'activiste engagé et militant pour le climat, pour les animaux aussi. Et également, je précise aussi que je ne suis pas fan de Touche pas mon poste, encore moins de Cyril Hanouna. Néanmoins, cet extrait est vraiment fort, riche et éloquent. Je pense que ça vaut le coup quand même de l'écouter. Alors Hugo, merci en tout cas d'être là. Alors toi, maintenant tu es devenu 100% végétarien. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Dis-nous. C'est une accumulation de chiffres en fait que j'ai découvert, que je connaissais pas, parce que pendant 26 ans, j'ai mangé de la viande et du poisson en grosse quantité. Moi, j'adorais ça, j'adore toujours ça d'ailleurs. Mon père est chasseur sous-marin, enfin tout le monde autour de moi mange de la viande et du poisson. Et en fait, j'ai découvert des chiffres qui m'ont juste... Tu peux nous en donner 2-3? Ouais, on peut en donner quelques-uns. On peut donner 80% de la déforestation en Amazonie, c'est l'élevage, c'est la viande. On pense souvent que c'est les mines, le pétrole. Non, on coupe des arbres pour faire des pâturages et des plantations qui vont servir à nourrir le bétail. C'est 95% des cochons qui vivent enfermés dans des bâtiments en France, qui ne voient jamais l'extérieur, qui ne savent même pas ce que c'est de la boue, de la paille. C'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont liées à l'élevage. C'est plus que le secteur des transports. Donc pour être concret, la viande pollue plus que toutes les voitures, tous les avions, tous les trains, tous les bateaux du monde réunis. Et puis des chiffres comme ça, il y en a des centaines qui sont incroyables, quoi. Moi par exemple, 3 millions, vous savez ce que c'est? Non, dites-moi. 3 millions d'animaux. C'est ce que j'ai donné au CSA, ouais. Bravo Raymondo. Alors, ouais, dans 3 millions, c'est quoi? 3 millions, c'est le nombre d'animaux. C'est le mec qui va casser l'ambiance. 3 millions, c'est le nombre d'animaux abattus par jour en France. Wow. Par 3 jour. millions En France, juste en France, 3 millions d'animaux par jour. C'est incroyable. Si on veut parler des poulets, par exemple, en France par an, c'est 1 milliard, et dans le monde, c'est 55 milliards de poulets par an. C'est entre 1000 et 2500 milliards de poissons par an. 2500 milliards de poissons par an. Voilà. Et en fait, donc tu t'es dit, je peux plus compter. je me suis dit, j'ai posé la fourchette et je me suis dit, réfléchissons et essayons de voir vraiment ce que ça implique et ce qui se cache derrière. Donc je suis allé dans des élevages intensifs, j'ai parlé avec des gens qui ont bossé dans des abattoirs, j'ai parlé avec des scientifiques qui m'ont expliqué aussi que, ce que je savais pas, alors peut-être que j'étais moins cultivé que la moyenne sur cette question-là, mais je savais pas qu'un cochon était plus intelligent qu'un chien.
Je ne savais pas, ça paraît évident. Moi, j'avais fait un quiz avec un cochon, un chien, un jour, c'est le cochon. Mais non, mais vous vous baladez dans la rue, vous voyez un chien, vous le prenez, vous le découpez en morceaux, vous le faites cuire au barbecue. Non seulement vous passez pour un dingue, mais en plus il y a des lois qui vont vous condamner parce que ces animaux-là sont protégés. Faire ça avec un cochon, c'est pareil. En fait. Faire ça avec un cochon, en termes de souffrance, en termes d'intelligence de cet animal, c'est exactement la même chose, sauf que c'est légal. Et c'est des centaines de milliers toutes les semaines qui vivent dans des conditions absolument abominables et qui sont abattus dans des conditions absolument abominables. On dit souvent, moi c'est ce que je pensais aussi quand je mangeais de la viande, les animaux ils souffrent pas dans les abattoirs parce qu'ils sont étourdis, ils se rendent pas compte. Tous les gens qui travaillent dans les abattoirs vous diront que c'est totalement faux. Il y a une partie des animaux qui sont mal étourdis, donc qui sont égorgés avec un couteau, parce que c'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui, de manière totalement consciente, qui souffrent pendant plusieurs dizaines de secondes. Ils ont le stress, ils savent qu'ils vont mourir, et puis toute leur vie, si on peut appeler ça une vie, ils sont entassés par centaines, par milliers dans des espaces tout petits. Par exemple, la majorité des poulets qu'on mange aujourd'hui, ils vivent sur un espace qui est inférieur à une feuille A4. Voilà. On a été à l'école. Hein. Ils ont ça. Mais je le montre pour que les gens se rendent compte. Voilà, c'est ça, c'est l'espace par poulet dans les élevages intensifs. Toute leur vie, ils peuvent même pas étendre leurs ailes, ils peuvent rien faire. Donc c'est pas seulement la mort qui pose problème, c'est les conditions de vie. Et puis c'est, par exemple, moi le dauphin. J'étais super choqué quand je voyais des images à la télé des Japonais qui massacrent les dauphins à l'arme blanche. Vous avez peut-être vu ces images des dauphins qui sont enfermés dans des parcs aquatiques. On fait des pétitions, on s'indigne, etc. Quelle est la première cause de mortalité des dauphins et des baleines dans le monde? C'est la pêche. C'est la pêche. Et de très loin, 300 000 dauphins et cétacés par an sont morts dans les filets de pêche. La première cause de mortalité des tortues marines, c'est les filets de pêche. Donc la pêche n'a rien à envier à l'élevage. Voilà, j'ai niqué l'ambiance. Non, pas du tout. Non, ça nous explique comment j'ai arrêté de manger les animaux. Même les médias mainstream traitent le sujet, parfois avec talent, comme Le Monde dans une vidéo sur l'impact du végétarisme. Les Français dévorent aujourd'hui 89 kilos de viande par an, 2 fois plus que leurs grands-parents et 3 fois plus que leurs arrière-grands-parents. À l'échelle mondiale, ce sont 65 milliards d'animaux qui sont abattus chaque année pour satisfaire nos appétits toujours plus carnés. Si la croissance de la consommation de viande ralentit ou stagne en Europe et aux États-Unis, elle est en plein essor dans les pays en développement, Chine et Inde en tête. Conséquence, la production mondiale de viande a quintuplé entre 1950 et 2000. Elle s'élevait à 309 millions de tonnes en 2013 et pourrait atteindre 465 millions en 2050 dans un monde à plus de 9 milliards d'humains. De toutes les viandes, c'est la volaille qui a connu la plus grosse envolée. La production de poulets, poules et autres dindes a doublé en 10 ans, rattrapant celle de porc, loin devant les bœufs, les veaux, les ovins et les caprins. Alors que la demande s'accroît, l'élevage se fait toujours plus intensif. Pour exemple, le nombre de porcs vendus par une ferme américaine a bondi de 945 à 8400 par an en près de 20 ans. Aux États-Unis toujours, le poids d'un animal à l'abattage est passé de 67 kg dans les années 70 à environ 100 kg aujourd'hui. En France, 83% des 800 millions de poulets sont élevés sans jamais voir la lumière du jour. Et 95% des 25 millions de cochons passent leur vie sur caillebotis en bâtiment. Face à cette production toujours plus effrénée et industrialisée, des voix s'élèvent parmi les citoyens, les ONG et même les organisations internationales afin de diminuer ou supprimer la consommation de viande ou trouver de nouvelles façons de la produire. Pour des raisons environnementales, mais aussi d'éthique et de bien-être animal. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut l'équivalent d'une petite piscine, pas moins de 15 500 litres d'eau, avant tout pour irriguer les céréales et le fourrage. 1 kg de porc engloutit 4 900 litres, 1 de poulet, 4 000. Bien loin devant le blé, les pommes, les tomates ou les carottes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont 9,7% pour les seuls bovins. C'est légèrement plus que le secteur des transports. Si le bétail contribue faiblement au rejet de dioxyde de carbone, il est par contre responsable de près de la moitié des émissions de méthane et de protoxyde d'azote, deux gaz dont le potentiel de réchauffement est respectivement 25 et 300 fois supérieur à celui du CO2. En cause, l'usage d'engrais pour les cultures et la digestion des ruminants. Dans le monde, 70% des terres agricoles sont aujourd'hui destinées à nourrir les animaux, car de plus en plus d'entre eux sont engraissés, non plus avec de l'herbe, mais du blé, du maïs ou du soja OGM.
Or, pour produire 1 kg de viande, il faut jusqu'à entre 7 et 12 kg de céréales. Chaque année, ce sont alors plusieurs millions d'hectares qui sont déboisés dans le monde pour laisser place à des pâturages pour le bétail. On estime que l'agriculture est responsable de 70% de la déforestation, en particulier au Brésil, qui possède le deuxième plus gros cheptel bovin au monde. Les élevages industriels sont également à l'origine de pollution de l'eau, en raison des nitrates et du phosphore provenant des épandages de fumier et de lisier. Les rejets de pesticides et d'engrais contaminent également l'environnement. En Bretagne, le phénomène des algues vertes est ainsi attribuable aux élevages porcins intensifs. Les animaux sont toujours plus élevés dans des conditions exiguës et cruelles. Ils passent une vie de plus en plus courte, maltraités, surmenés et reçoivent de fortes doses d'antibiotiques et d'hormones de croissance avant d'être abattus. Depuis le début de cette vidéo, 495 000 animaux ont été tués dans le monde pour répondre à notre demande insatiable de viande. C'est aussi le cas d'Arte, qui a réalisé une belle vidéo sur le sujet et que je t'invite à aller visionner. On a tous nos petits plaisirs coupables. Le problème, c'est quand ça touche à la planète. L'avion, par exemple. Est-ce qu'il faudrait renoncer à des vacances au soleil? Est-ce qu'il faudrait arrêter de voler? On n'est pas tous prêts à sauter le pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment choisir entre sobriété carbone et plaisir du quotidien? La viande, par exemple. Elle est responsable d'environ 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, est-ce qu'il faut arrêter d'en manger pour être écolo? En mai 2020, Arte a lancé Il est temps, une grande enquête participative en ligne. 130 questions, près de 400 000 répondants en France et en Allemagne, plus de 40 millions de réponses traitées de manière anonyme. Vous nous avez donné votre avis sur le monde d'aujourd'hui et la société de demain. Un collectif de sociologues s'est plongé dans cet océan de données pour comprendre comment chacun se situe par rapport aux défis écologiques. Voici ce que vous nous avez dit. Et on est loin des clichés. Ah, la viande, ce symbole de force, de convivialité. Certains ont beau tout bien faire, trier leurs déchets, manger bio, local, faire pipi sous la douche. Rien n'y fait. La viande, c'est sacré. Pas question d'y renoncer. Doit-on arrêter de manger des animaux? La question qui fâche beaucoup. Oui, on arrête pour plein de choses. Ouais. Pour tout, parce que ça sert à rien, on n'en a pas besoin et c'est une catastrophe pour l'environnement, quoi. Es ist etwas ganz Natürliches für einen Menschen, der ein Raubtier war, ist, wie auch immer, ein Tier zu essen. Das ist ganz, ganz natürlich. Outre-Rhin, ils sont 61% à considérer qu'il faudrait arrêter de manger des animaux. Côté français, seuls 38% des répondants sont prêts à ne plus en manger. Cela dit, près de la moitié des répondants français est passé à un régime flexitarien. Au pays de la tête de veau, on préfère réduire sa consommation de viande plutôt que d'arrêter d'en manger. Les Français peuvent concevoir un repas sans viande, mais ne se refusent pas un petit plaisir de temps en temps. Au-delà de leur nationalité et de leur culture culinaire, les avis des répondants divergent en fonction du genre. 53% des femmes affirment que l'on doit arrêter de manger des animaux. En Allemagne, elles sont même 74%. Pour l'ensemble des hommes, ce chiffre tombe à 33%. Les hommes et la viande, c'est tout un symbole. Je pense qu'on peut arrêter de consommer autant de viande. On nous a toujours dit qu'il fallait consommer énormément de viande pour grandir, des choses comme ça. Moi, je pense qu'on peut grandir avec la soupe, avec plein de fruits et légumes. Die Wertschätzung muss wieder zurückkommen. Ich denke da an unsere Generation unserer Großeltern, wo Fleisch noch was Heiliges war. Es gab es einmal in der Woche und jetzt, wenn man will, kann man jeden Tag für 1 € sich ein Steak oder irgendwas holen. Arrêter de manger des animaux, non. Par contre, repartir sur les vraies valeurs de l'élevage, oui. Ça, je suis complètement convaincu. Refus de l'exploitation animale, remise en cause du productivisme, à une quasi-unanimité, 93% des répondants français et allemands estiment que l'élevage industriel est une dérive problématique. Ah, je trouve ça horrible. Les animaux qui sont élevés comme ça en batterie, tout ça, les poulets et tout. Tierhaltung,
Die ganzen Medikamente, die da eingesetzt werden, die Antibiotika, mit Schlachtung, der Transport. Ich muss sagen, von Massenwaren, Fleisch bin ich mehr oder weniger weg, weil es mir nicht mehr schmeckt. Wenn man mal richtig gutes Fleisch gegessen hat, dann weiß man das zu schätzen. Statt irgendwelcher Pampe, die dann leider aus den Tieren da rausgemacht wird, die zu 30.000 in einem Stall hocken. On a longtemps pensé que l'homme était au sommet de la pyramide des espèces. Aujourd'hui, une rupture culturelle et éthique se dessine. 81% des répondants estiment que l'espèce humaine n'est pas au-dessus des autres espèces. Et pourtant, ça ne les empêche pas de manger de la viande. Drôle de paradoxe. Alors moi je suis carnivore, donc je mange de la viande, du poisson, alors que j'adore les animaux. Est-ce qu'il y a des alternatives à la viande? Comment remplacer les protéines animales? Côté allemand, on est prêt. 31% des répondants considèrent que l'avenir, c'est un régime à base de viande de synthèse. Pour les Français, là, ça coince. Le chiffre tombe à 9%. La fausse viande, ça ne passe pas. Les Français sont moins récalcitrants à l'idée de manger des insectes. Ils sont 33% à imaginer un régime entomophage, contre 22% des répondants allemands. Bon appétit. Je sais pas pourquoi l'être humain se sent obligé d'aller bouffer un truc vivant pour se sentir en bonne santé en fait. Donc non, je pense que la solution c'est effectivement du végétal. On mange plus d'animaux, on arrive à fabriquer de la viande de laboratoire, etc. Plus besoin, ça a le même goût qu'on avait avant, ça a la même qualité. Est-ce que c'est la prochaine évolution, comme certaines personnes pourraient dire, d'arrêter le spécisme, la prochaine étape de l'évolution humaine? Comment expliquer cette différence entre français et allemand? Une réponse est peut-être à chercher du côté de la confiance en la science. Les répondants allemands sont convaincus à 84% que les sciences et les technologies résoudront la crise écologique. Une foi inébranlable dans le progrès. Alors oui, la viande cellulaire, ça fera l'affaire. Au contraire des Français, qui sont beaucoup plus sceptiques sur le rôle des nouvelles technologies. Seuls 43% d'entre eux pensent que la science nous sauvera. Je pense qu'ils ne vont pas résoudre la crise écologique, c'est à nous de la résoudre, sans avoir besoin de la technologie ou de la science. Vous pourrez dire que l'innovation, c'est ça qui va résoudre tous les problèmes. Non, pour moi, c'est vraiment le changement des consciences. Wir brauchen neue Technologien, wir brauchen Forscher, die sich jetzt Sachen kümmern, die wir in Zukunft brauchen werden. Que l'on fasse ou non confiance à la science, l'urgence écologique nous presse de changer nos habitudes. Pour 65% des répondants, les petits gestes pour la planète, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si tout le monde agissait et que la société restait la même, bah en fait, on résoudrait pas le problème. Donc en fait, pour moi, ça passe par de la politique. Il faut qu'on ait des décisions sociétales qui soient fortes. Sinon, en fait, nous de notre côté, on n'y arriverait pas. Moi, j'en suis convaincu de ça. Je pense que pour des gens, ça va être trop dur d'arrêter de manger des animaux. Mais je pense qu'ils peuvent se faire un plaisir une fois par semaine et peut-être pas 2 fois par jour, 4 fois par semaine. Je pense qu'on peut arriver à réduire en se faisant vraiment plaisir. On récapitule. 81% des répondants estiment que l'espèce humaine n'est pas au-dessus des autres espèces. 93% des participants français et allemands pensent que l'élevage industriel est une dérive problématique. Alors, faut-il arrêter de manger de la viande? 61% des répondants allemands en sont convaincus. C'est les animaux qui vont être contents. Enfin, Super Echo, un youtubeur, explique également pourquoi et comment il a testé de devenir végétarien. La première action qui est la plus importante selon toujours le rapport Carbone 4, ça va être de devenir végétarien. Et pour ceux que ça fait peur, effectivement, au bout de 2-3 semaines, on commence à développer une carapace. NANI ? Non mais je rigole. Donc moi j'ai décidé, l'impact le plus important que je pouvais mettre en place, c'est donc de devenir végétarien pour ma santé, pour réduire mes émissions en CO2, pour réduire la déforestation, pour réduire aussi la souffrance animale. Je vais pas vous mentir, c'est une des choses que je n'ai pas fait en une semaine, tout simplement parce que j'ai commencé déjà à réduire depuis mon jeûne, mais ça n'a pas été facile du tout, parce qu'au début, on se confronte à des petites contradictions. Il faut faire attention, même en devenant végétarien, tout n'est pas parfait. Par rapport au mythe de la carence, du fait que si on mange plus de viande, on va être carencé. Alors,
scientifiquement, il est bien dit dans le livre que j'ai lu sur l'alimentation santé que la seule chose qui effectivement est vraie, c'est qu'il n'y a pas de B12 ailleurs que dans les produits animaux. Mais vu que moi je suis pas vegan, j'ai toujours de la B12 dans les œufs ou parfois dans du fromage. Et à part ça, il y a du fer partout et il y a des protéines partout. Mais voilà, petit à petit, j'ai découvert des plats juste incroyables. J'ai vraiment apprécié, j'ai réussi à être en bonne santé, à pas du tout être carencé. Toujours est-il que je ne suis pas le seul à avoir suivi cette voie. Moi je sais qu'au début c'était dur parce que j'aime la viande et je l'ai fait par conviction. Et aujourd'hui en fait, le fait d'avoir arrêté, quand j'en remange, j'aime pas. Ça me manque pas parce que quand tu commences à t'intéresser aux substituts, en fait c'est très très bon. J'ai pas décidé de devenir végétarien. C'est à force de prendre soin de moi, d'être dans cette démarche de ok, je vais faire gaffe à ce que je mets dans mon corps, je mettais de moins en moins de viande. C'est un jour, je me rappelle, je me suis dit mais en fait, si je regarde bien, je suis végétarien là. Et c'est là où tu te rends compte qu'à partir du moment où tu prends soin de toi, tu prends soin de ton environnement. Si tu es sensible aux humains, ça devrait aussi être important pour toi parce que tu vois, toutes les personnes qui travaillent en abattoir, typiquement, elles souffrent de problèmes, de troubles mentaux après, ça a vraiment des impacts. Et j'ai mangé de la viande pendant 18 ans sans en avoir conscience, tu vois. C'est une habitude et derrière le mot porc, tu mets pas cochon, derrière le mot bœuf, tu mets pas vache. Ouais. Tu changes le mot pour oublier que c'est un animal derrière en fait. Voilà, donc j'espère que maintenant tu as compris exactement pourquoi devenir végétarien, c'est agir pour le climat, pour la planète, pour le vivant, appelle ça comme tu veux. En tout cas, le végétarisme, c'est un immense pas en avant vers l'écologie. Moi, c'est la première raison qui m'a poussé à le faire, et ça a été aussi un excellent moyen de réduire ma dissonance cognitive, donc la différence, en fait, l'écart entre mes valeurs, mes convictions et mon mode de vie. Et ça me permet d'être plus heureux au quotidien, d'être plus aligné, de me dire que je contribue moins au malheur du monde, on va dire, et à toutes les catastrophes qui nous arrivent. Bon, si cet épisode t'a plu, je t'invite à te renseigner sur le végétarisme, donc j'ai mis tous les liens en description. Quelques recherches aussi pour t'aider à mieux comprendre. Il y a beaucoup de vulgarisateurs, d'experts qui simplifient ces sujets-là. Et sinon, pourquoi pas essayer ? Pourquoi pas te dire que dans un mois, le mois prochain, tu essayes de ne pas manger de viande du tout, ni de poisson. Tu verras ce que ça fait. Ça va certainement rien te faire au niveau physique, mais en tout cas, tu verras si c'est possible pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors, je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple, c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.